Encore une fois à la dernière séance de l'après-midi. Et les 2 prochaines séances, en fait, vont se concentrer sur l'innovation et la perturbation à travers le champ des réglementations et des HTA. Alors, la première séance, se concentre vraiment sur le champ des HTA et le temps de se commettre à un nouveau processus pour réévaluer les médicaments en oncologie. Et pour la séance, nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Dr. Sandeep, euh, qu'on connaît sous le nom de Sandy, qui est cofondateur de l'Alliance des médecins pour les soins et le traitement du cancer, une coalition de défense dirigée par des oncologues et est conseiller scientifique pour le Réseau canadien des survivants du cancer et le Réseau canadien du cancer du sein. Il est actuellement oncologue médical au Centre de cancérologie de l'hôpital d'Ottawa, se concentrant sur le traitement des cancers du sein, de la prostate et du mélanome, et responsable du site de la maladie du cancer du sein. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Alexandra Chambers, qui est directrice politique nationale d'oncologie chez Novartis Oncologie. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans l'évaluation des technologies de la santé, les ETS, pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Avant de se joindre à Novartis, Alex était directrice de l'ACMTS qui effectue des ETS pour les nouveaux médicaments oncologiques. Bienvenue à vous deux. On va commencer avec une présentation de Sandy et ensuite, après un peu de dialogue, on va passer à Alex qui va partager quelques diapos pour nous aussi. Sandy? Oui, merci. Alors, merci de m'avoir invité. J'espère de pouvoir montrer un peu le champ de où les choses sont aujourd'hui d'un point de vue de clinicien et j'espère aussi des patients. Et en fait, qu'est-ce qui nous arrête de traiter nos patients correctement? Puis pour mon background, je suis jamais vu comme étant un crieur. Moi, je crois dans le travail collaboratif, trouver les problèmes et réduire les barrières. Puis j'aimerais votre aide aujourd'hui. Alors, c'est quoi les défis aujourd'hui? Alors, on connaît toutes les étapes dans le processus. On en a parlé beaucoup dans les dernières années. Santé Canada choisit et ça arrive souvent après l'Europe et les États-Unis. Les gens chez Santé Canada nous disent que Orbis est trop rapide et ils ne peuvent pas en faire autant. Ça, c'est un autre problème. Alors, Cardiff a 3A, les raisons d'être, accessibilité, affordabilité et appropriée. Alors, des fois, on croit que Cadet ne rentre pas les nez. Alors, leur décision sur avoir une revue des médicaments prend entre 6 et 12 mois après l'approbation de Santé Canada. Et leur revue clinique, est-ce que le médicament rajoute la valeur? Et ensuite, on regarde l'économie, les coûts-bénéfices. Et si on trouve que c'est un bénéfice, ben ça va aux négociations de prix. Les négociations de prix vont peut-être pas commencer même 6 mois après le début. Et le problème, c'est que nos patients attendent et meurent pendant qu'on attend pour les médicaments de pointe. Pour ce qui est de l'accessibilité, on n'a pas vraiment de preuves que c'est priorisé. On regarde d'autres jurisdictions comme les Grandes-Bretagne, l'Allemagne. Ils ont développé des processus pour un accès initial rapide. Alors, comme une porte d'entrée, porte d'arrière. Et tout le monde a eu des problèmes avec ça, comme ils pensent que la porte d'arrière, c'est quelque chose de mal, mais ils ont trouvé des programmes d'accès rapide pour donner accès pendant que toute la revue complète finisse. Alors, la Grande-Bretagne ont passé de 10 sur 12 à numéro 3 dans les pays de l'OCDE et la priorité est sur l'accès par-dessus. Alors, Québec, Inès, eux, facteur de la valeur sociétale, beaucoup plus que Cadette, et on pense que l'évolution est nécessaire dans cette direction-là. Alors, si on regarde à gauche, 2010, ça, c'est un rapport britannique pour aider à définir comment la Grande-Bretagne faisait. On peut voir, ils étaient en bas. Et ça a créé un fonds d'urgence pour revoir comment ils approchaient les choses. Et à droite, on peut voir 2 bandes d'années très proches. Alors, de 2011 à 2016, pour voir la médiane
dans le bleu ici, dans le centre du graphique, où le Canada est en bas, alors beaucoup plus bas pour ce qui est de la rapidité et les nouveaux médicaments sont payés pour le cancer, seulement par-dessus la Nouvelle-Zélande dans cette analyse. Alors, il y a eu beaucoup de publications de Dr. Clemens plutôt d'Ottawa qui regardent l'importance de plus de rapidité. Alors, mon collègue Dr. Stewart a regardé ça très méthodiquement, regardé des modèles pour ce qui est de l'impact du délai de la découverte, l'approbation et l'accès final, et combien de vies sont perdues. Et je vais juste mentionner le point que les années de vie pertes, c'est presque 1 million à l'international juste à cause des délais à l'accès. Et on peut regarder les chiffres canadiens ici pour... Alors, notre processus prend 1 ou 2 ans après l'accès aux États-Unis, même si approuvé. C'est inacceptable. Je pense qu'on doit avoir des standards de performance. Les gouvernements aiment ça pour nous, pour les cliniciens, la rapidité à laquelle on voit les patients. Je pense qu'on doit demander que les gouvernements aient aussi des standards de performance et nous applaudissons la rigueur de leur processus, mais ça ne peut pas continuer pour toujours. Alors, s'ils peuvent les amalgamer, s'ils peuvent le faire en la moitié du temps, ça serait un bon début. Les Canadiens accepteraient probablement 6 mois, mais pas 2 ans. Et quand j'ai rencontré le, le, le vice-premier ministre, il pensait que je faisais une blague. Alors, comment est-ce qu'on justifie ça? Alors, pour ce qui est de ce qui se passe en Grande-Bretagne, encore une fois, juste pour donner un exemple, ils ont un programme d'accès géré et ça fait juste dire qu'ils ont une porte ouverte. Si un médicament rentre pour l'accès immédiat basé sur le coût, ils vont à travers une revue d'accès géré et ils passent à travers ensuite la revue méthodique et s'ils sont approuvés pour un fast track, alors 70% ont été approuvés éventuellement. En France, ils ont un programme similaire qui s'appelle le ATU, l'autorisation temporaire d'utilisation, qui est 2 ans avant l'approbation, mais ça veut dire des résultats non traditionnels, par exemple, voie unique. L'Australie, qui était en fait plus bas que le Canada, un peu comme la Nouvelle-Zélande, ont aussi essayé de trouver comment rendre plus rapide l'approbation. Alors, ils ont évolué pour comprendre l'importance des critères, c'est-à-dire, et Cadith l'a pas fait. Le processus est inconstant et des fois avec des médicaments critiques, alors ils acceptent très rarement les données de phase 2. Alors les lignes directrices sont différentes pour les hématologies malignes versus les tumeurs solides. Ça doit être en ligne avec les autres entités d'évaluation technologique de la santé. Si vous regardez ici à gauche dans la colonne bleue, la médiane de l'OCDE, combien de nouveaux médicaments sont payés pour le cancer. Dans le vert, c'est 60% au Canada, puis à droite, on voit la durée où l'OCDE, c'était 217 jours, puis c'était 400 jours au Canada pour les médicaments d'oncologie. Alors, pour ce qui est de la valeur sociétale n'est pas considérée. Alors, souvent, ils sont revenus aux vieux résultats qu'ils avaient abandonnés avant d'un 50 000 par vie gagnée. Et ça, en fait, ça horrifie les cliniciens. C'était arbitraire. Ça n'a jamais été validé, basé sur des preuves. Ça vient d'un endroit euh, du coût de la dialyse pour les vieux diabétiques dans les années 80. J'étais là. Je pense que Andreas faisait partie de cette recherche-là, puis c'était pas fait pour l'oncologie. Ça n'a jamais été ajusté pour l'inflation. Alors, comment est-ce que ça peut être approprié? Et ça a besoin d'être différent pour les maladies rares qui sont beaucoup plus chères pour faire les développements. Les essais cliniques sont très chers. Alors, c'est pas acceptable en tant que métier. Et qu'est-ce qu'il y en a des éthiques? C'est maintenant un 2 tiers, le gouvernement n'aime pas l'admettre. Alors,
les ministres, par exemple, eux, ont droit à l'assurance privée que la plupart des Canadiens n'ont pas. Seulement un tiers des gens ont de l'assurance privée, souvent avec la couverture sous-optimale. Et euh, Cadet a été défini comme presque un corps judiciaire inaudible. Alors, l'expertise, avant, ils avaient du input en personne de 3 experts. Mais à cause de la COVID, ça a été maintenant c'est des soumissions écrites seulement. On a des notifications tard, des petits deadlines pour les cliniciens, et même s'ils peuvent prendre une semaine à un mois pour se. Souvent, nous, on doit écrire à l'intérieur de 2 semaines. C'est très difficile à coordonner. Euh, l'écrit est statique, on peut pas discuter les nuances, par exemple. Et il y a des exemples de gens très respectés qui ont été délibérément exclus des discussions. Et même si ça a l'air bien sur papier, ce n'est pas très, très utile. Alors, nous, on est à l'extérieur. Le Canada peut prendre ses propres décisions, c'est vrai, mais quand la plupart des corps internationaux, et même au Québec, par exemple, qui est au Canada, ont leurs propres lignes directrices et leur Canada est juste au-dessus de Nouvelle-Zélande et du Portugal pour l'accès aux médicaments en oncologie. C'est très dur à comprendre pourquoi au Canada, 7 sur 36 médicaments euh, en cancer ont eu des différences entre Cardiff et Québec. Comment est-ce qu'il peut y avoir une différence entre le Québec et le Canada? Alors, si on y revient aux 3A, l'accessibilité, je ne crois pas que l'accès aux médicaments, c'est pas démontrable. Ce n'est pas le cas pour plusieurs médicaments. Et qu'en est-il de la formalité? Le prix, ça fait partie de leur analyse, mais aucun médicament a été approuvé juste à cause du prix. Euh, Et avec cette mesure d'analyse, le Canada maintenant dépense plus que la plupart des médicaments OCDE sur les médicaments en général. Alors, même si on a cette rigueur qui est inefficace, on n'a pas d'argent sauvé. Et je pense pas que c'est approprié. Je pense pas qu'on a des cibles qui sont significatives du point de vue clinique. Alors, les prochaines étapes maintenant, juste regarder les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'un an et demi à 2 ans de délai d'accès après les preuves, est-ce que vous pensez que c'est correct? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sens d'urgence pour le cancer? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de processus en place pour au moins bâtir les ressources pour améliorer les choses? Même Santé Canada dit, ben, c'est trop rapide. Ils impliquent qu'on devrait en sortir parce que le tsunami de médicaments est trop dur pour eux. Ça, c'est la réalité. On, on est, on est heureux d'avoir un tsunami de nouveaux médicaments qui rentrent avec des nouveaux mécanismes d'action et des meilleures efficacités. Est-ce qu'on peut pas copier de d'autres juridictions qui ont du succès? Regardez ce que la Grande-Bretagne a fait. Je pense que c'est insultant chez nos gens qui font ça. Mais peut-être qu'on devrait le faire, on est une petite population. C'est quoi le coût de leur processus? Tous les gens qui payent, le temps qui passe, je me demande si même si on regardait les données, on approuve plus, probablement la majorité, ça serait pas juste moins cher de automatiquement approuver d'autres juridictions non états-uniennes. Peut-être des commentaires controversés, mais je pense que ça reflète la frustration. Maintenant, on a des nouvelles technologies, pas juste les thérapeutes, les diagnostics moléculaires, euh, et on n'est juste pas capable de maintenir. On n'a pas de discussion de ces problèmes-là, probablement parce que notre, notre système de santé est en train de tomber en morceaux partout au Canada. Alors, on a des défis, puis j'ai hâte de la discussion. Alors, sur ce spin positif, je vais maintenant passer la parole. Salut d'abord et avant tout, merci beaucoup pour une présentation claire, succincte sur ce que j'appelle les problèmes qu'on doit gérer. Je suis pas certaine exactement où commencer, mais je vais amener Alexandra dans la conversation pour qu'on puisse au moins commencer la conversation, te poser la question toi-même. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Les faits sont clairs.
Les données sont là. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors, j'ouvre ça à vous deux. Peut-être, Sandy, tu as ouvert la porte sur la question. Alors, je vais peut-être te demander de commencer là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas important? Il y a eu tellement de publications au Canada à propos de ce problème-là et je ne pense pas que l'angle médical, que l'approche médicale académique a une réponse. Je pense que les gouvernements s'en sortent basés sur ce qu'ils peuvent s'en tirer sans que les gens deviennent fâchés. Une partie à la c'est pas comme ça qu'on devrait améliorer les choses, pas à travers les médias comme une page couverture de journal. Nos processus sont rigoureux et sont bien construits pour ce qui est pour les gens qui en prétendent, mais ils remplissent pas nos besoins. Alors, je pense qu'il y a une inertie, je pense que les gouvernements peuvent s'en tirer parce que les gens s'en plaignent pas. Le public n'a pas beaucoup d'appétit pour le stress des crises. Et on a tellement de crises en ce moment internationalement, je pense que les gens ne peuvent pas s'engager là-dedans tant que ça ne les affecte pas personnellement. On a du momentum en ce moment. On a des coalitions formelles et informelles avec des infirmières, des oncologues, des radio-oncologues, des radiologistes, les pharmaciens oncologues, les oncologues chirurgiens pour mettre nos voix ensemble. Puis je pense vraiment qu'on doit avoir une collaboration et des discussions avec le gouvernement au niveau politique pour dire, vous êtes responsable pour ces organisations-là, il faut envoyer le message du haut vers le bas pour les réparer. Des comités comme CADET, les corps politiques, eux, ils pensent qu'ils font vraiment un excellent travail parce qu'ils ont de la rigueur. Le processus, c'est bon. Parce que ils mettent les ronds dans les ronds. Peut-être qu'ils ont tous les critères, mais clairement, ça ne remplit pas les critères importants et je pense qu'il faut de la pression. Oui, un processus est juste aussi bon que les résultats que ça donne. Et les résultats qu'on a en ce moment, hein, quelqu'un doit vraiment se poser des questions sur le processus. Alors, Alexandra, je t'amène dans la conversation. Maintenant, il y a des dizaines de pays qui sont meilleurs que le Canada, qui font mieux cette année. Tu as mentionné le projet Orbis comme étant une de ces choses-là, aussi ce qui se passe dans la Grande-Bretagne. Alors, clairement, hein, il y a des jalons de disponibles pour qu'on puisse faire mieux ici. Alors, où est-ce qu'on devrait se tourner en premier? Est-ce qu'il y a un pays qui le fait mieux que d'autres? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on s'approche de ça? C'est une super question. Puis même avant que je commence, peut-être juste pour répondre à certaines choses que Sandy a dit, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et encore une fois, on a passé beaucoup de temps à parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on devrait faire mieux. Et tous les mois, on voit un autre papier sur comment on devrait faire les choses différemment. Alors, je suis en ligne. Il y a beaucoup de discussions et peut-être pas, mais pas autant d'actions qu'on a besoin de voir. Alors, si je pense au temps où j'étais avec Cadette et je reconnaissais que même à ce moment-là, comment occupé on était et c'est tellement un cycle et il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Est-ce qu'il y a le temps et l'énergie pour que les gens prennent un pas de recul et voir la grosse photo versus juste éteindre les feux puis essayer de garder le rythme? Parce qu'on peut voir que pendant que les choses évoluent, les choses deviennent tellement plus complexes, les choses sont différentes. Tu as mentionné les diagnostics, tout va ensemble. Quand Cadette ou Coda a été créé il y a 20 ans ou il y a 25 ans, les thérapies étaient différentes et tout était différent. Et la question, c'est est-ce que Cadette et les autres agences, est-ce qu'ils ont évolué pour adresser ce qui se passe aujourd'hui? Et je pense que c'est complexe et je ne sais pas s'il y a une seule réponse. Et pour répondre à ta question sur qui le fait mieux, je pense qu'il y a plusieurs pays qui font les choses différemment et au moins ils essayent. Et je pense que ça, c'est où le Canada doit commencer. On regarde la Grande-Bretagne,
ils ont le fonds pour les médicaments en oncologie. Ils ont commencé il y a 10 ans et ils ont pu le refaire il y a 5, 6 ans parce qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait bien la première fois. Euh, Amsterdam a fait la même chose, mais ils font ça différemment. Ils essayent différentes choses et ils font un effort de continuer à avancer. Puis Sandy, tu l'as dit, il y a de l'inertie et je pense que c'est pas en donnant du blâme ou en pointant du doigt. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et c'est la responsabilité de qui de s'assurer qu'on avance et c'est qui est responsable pour faire ces changements-là. Quand j'ai rencontré la tête de PCPA à Toronto il y a 3 ans ou 4 ans, elle m'a posé la question, c'est une super discussion, mais pourquoi est-ce que les oncologues sont tellement pressés? Je pensais que pour le lead du comité, de ne pas comprendre la raison pour laquelle on est pressé, et en fait, on est plus pressé. C'était un choc. J'ai parlé à Jamie Kitten, qui est le Chief of Staff du ministère de la Santé, et il a posé la question, qui est-ce qu'on devrait copier pour faire mieux? Et il était très content qu'on dise la Grande-Bretagne. Je pense que lui pensait que j'allais dire que c'est les États-Unis, qui n'est pas le meilleur modèle, et d'avoir un modèle de médecine sociale, un de nos pères, vraiment, avec rigueur, avec des analyses ETS correctes. Et il était ouvert à ça. Et il m'a invité à faire une réunion de suivi et j'espère qu'on puisse vraiment faire quelque chose comme ça. Stanley te mentionnait le fait que, particulièrement quand tu montres les faits, que les ministères ne voient pas l'accessibilité des circonstances qu'on fait face en ce moment. Est-ce que c'est une question de communication, une question de défendre les droits, juste les bonnes personnes aux bonnes tables? Je crois que oui, puis je pense que ça vient des discussions au niveau politique de haut en bas. Alors, dans le passé, on allait aux médias à cause de Mme Smith qui ne pouvait pas avoir le bon traitement. Et c'est pas grave, c'est stressant pour les patients, c'est stressant pour d'autres patients qui lisent à propos de ça. Je pense qu'il y a un processus qui devrait être respecté, mais pour eux, doivent montrer du respect pour nos patients. Je pense que je parlais avant au réseau des survivants de cancer, avoir une charte de droit pour les patients en cancérologie pour dire c'est quoi qui, qui devrait avoir. Et si on était capable de faire ce qu'on fait en la moitié du temps, ça serait un super début. Et qu'on alloue des ressources, on va avoir besoin de plus de ressources, plus d'experts pour gérer le déluge. Nous, on doit adapter en clinique. Nous, on n'a pas plus de cliniques, on n'a pas assez de personnel. On s'est toujours adapté, on travaille plus, on a détruit des murs et même à notre propre détriment comme pendant la COVID. Et il semble pas y avoir une adaptation de leur part. Alex fait référence au fait qu'il y a beaucoup, et puis en fait, c'est dire peu de dire qu'il y a beaucoup qui se passe en ce moment en de la santé, mais peut-être à l'intérieur du processus. Puis on a parlé macro ici, mais si on pouvait le descendre de quelques niveaux à un niveau micro, puis le processus lui-même, où est-ce qu'on pourrait commencer à, à regarder beaucoup des défis? Beaucoup a été dit par le processus séquentiel. Est-ce que ça, c'est un bon point de départ? Peut-être on peut en parler. Alors, c'est quoi les choses spécifiques qui sont cassées, puis comment on pourrait les réparer étape par étape? Alors, je vais rentrer ici. Je pense que beaucoup de travail a été fait avec Santé Canada et les agences d'ETS pour la gestion de leur temps. Alors, si une compagnie est préparée, ils peuvent soumettre à Santé Canada et ils peuvent rentrer dans les agences d'ETS en parallèle. Alors, en théorie, on peut recevoir une approbation de Santé Canada et une recommandation ETS à l'intérieur d'un mois. Je pense que pour ce qui est des lignes de temps, c'est très impressionnant. Je pense que où il y a moins de clarté, moins de transparence, c'est
qui arrive après la recommandation de TS, où là, quelque chose va rentrer à PCPA pour la négociation, puis une fois que la négociation est terminée, chaque province va prendre leur propre décision sur s'ils vont payer le médicament ou non, et ils ont tous leur propre ligne de temps. Alors, cette partie-là est plus difficile à, à voir. Alors, combien de temps ça prend? C'est quoi un temps optimal? C'est quoi qui est raisonnable? Et voir où on en est aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Puis juste comprendre c'est quoi les barrières dans cet espace-là. Et je comprends que PCPA a une longue liste d'attente, ils cherchent du personnel, ils essayent de rattraper. Mais c'est quoi les autres barrières dans cet espace-là? Puis c'est pas tout à fait clair. Et je sais que plusieurs gens vont pointer à PCPA pour dire que c'est leur faute, mais l'industrie rentre à la table aussi. Il y a aussi une responsabilité du point de vue de l'industrie à participer dans des négociations justes. Mais c'est quoi le timing? Quand je disais que le processus était tellement bon qu'on avait toujours les médicaments qu'on avait besoin, c'est juste ça prenait trop de temps. Puis je suis pas sûr que c'est vrai. Je pense que les processus sont dans le chemin de trouver des nouveaux médicaments. Puis je pense à cause de la réforme, on n'a pas vraiment parlé, mais le jalon pour l'efficacité, le coût-efficacité, alors le 50 000 pour les années de vie. Alors, un médicament à travers PCPA, le manufacture, dit que n'importe quel coût, ça ne serait pas euh, payable. Et ce l'était si la compagnie payait le gouvernement. Alors, ça serait un coût négatif. C'est la seule façon de le justifier. Alors, la réforme, et on a beaucoup de médicaments sur lesquels on peut sauver tellement de médicaments qui sont vieux, qu'on a eu des génériques, qu'on a mieux négocié. Mais pour les maladies rares, les cancers, ça doit être une exception, puis il n'y a pas de processus pour ça. Il n'y a pas d'exception. Les chefs d'ODB et les programmes de médicaments ont dit on ne peut pas avoir un exceptionnalisme de cancer. Mais chaque cas de cancer est exceptionnel. On a des, on a des résultats. Tout est différent avec le cancer. On doit reconnaître que c'est exceptionnel. Puis on devrait avoir des programmes rapides, comme on a dans plein d'autres pays. Et j'ai peur que si les négociations de prix qui sont en ce moment, euh, si ils reviennent, plusieurs compagnies vont dire, ben, peut-être les médicaments ne vont pas venir au Canada comme on voit en Europe de l'Est ou le Moyen-Orient. Et maintenant, ils donnent des accès de compassion pour 6 mois à 1 an pour donner du temps au processus. Si le processus prend 2 ans, ben, la maison mère ne va pas donner au Canada des médicaments gratuits pendant 2 ans et on va peut-être perdre l'accès pour tous nos patients. Et même les essais cliniques vont peut-être être compromis ou l'accès aux essais cliniques. Il y a plusieurs essais cliniques en oncologie. Il y a 2 ans ou il y a 1 an, ils, ils ont réduit probablement avec cette espèce de spectrum le spectre de la réforme PMPRB et de la difficulté à avoir des médicaments qui vont se faire approuver. Alors, il y a beaucoup d'ombre en ce moment au-dessus euh, de tous les médicaments d'oncologie. Alors, Alex, je sais que tu as une petite présentation à partager. Passons à ça, puis on va amener l'information à la table aussi. Absolument. Alors, cette année, moi, l'opportunité de publier une étude plus tôt cette année en posant la question si c'était le temps de se commettre à un processus pour évaluer les médicaments d'oncologie. Je veux juste passer à travers ça rapidement. Alors, on a parlé de ça déjà, fait que je vais pas répéter, mais il y a vraiment un équilibre entre l'urgence et la caution. Alors, l'urgence, parce qu'on a toutes ces nouvelles thérapies existantes avec le potentiel de détendre la vie, améliorer la qualité de vie, mais de l'autre côté, souvent, parce qu'on est dans un ère de médication, de précision, d'une petite population
qui veut dire que les essais qu'on a été capable de faire dans le passé avec beaucoup de rigueur, peut-être moins rigoureuse maintenant parce qu'on gère une petite population, mais on doit aussi être confiant que le médicament est sécuritaire versus ce qui existe déjà. Et on n'est pas les seuls ici quand on regarde à l'urgence et la caution. Prochaine diapo. Alors, merci. Alors, beaucoup de différents joueurs dans différentes juridictions ont regardé cet équilibre-là. Alors, on regarde Santé Canada. Ils ont un processus à travers le processus LOCC. L'ETS, l'agence, pendant plusieurs années, ont inclus des réévaluations dans leur plan stratégique et ils pensent à comment on peut réévaluer et on parle de recherche, on a la collaboration de valeurs sur comment on peut inclure des données dans la vie réelle pour les réévaluations d'un point de vue provincial. Alors, un exemple, c'est Cancer Care Ontario. Euh, leur programme de bâtissage de données, donc les médicaments qui ont l'accès, mais juste assurer qu'ils donnent la valeur qu'on croit qu'ils donnent. Et ça vient déjà mentionner les exemples internationaux où il y en a plusieurs. Alors, ce concept-là n'est pas nouveau de urgence et de caution. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, avant de faire les résultats, j'ai juste quelques diapos sur l'étude. Je veux juste qu'on ait une base sur la définition de TS. Ça a été revisité il y a quelques années par un nombre d'agences d'évaluation des technologies de la santé. Et la dernière partie, alors c'est déterminer la technologie en santé à différents points dans le cycle de vie. Puis ça a ouvert une discussion sur comment est-ce qu'on continue la conversation et si on peut voir si c'est le temps de voir si c'est le temps de réévaluer. Prochaine diapo. Alors, est-ce que on a publié l'étude plus tôt cette année? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse des approbations pour l'indication en tumeur solide de 2017 à octobre de l'année dernière. On regardait trois facteurs pour considérer la certitude au moment de la recommandation ATF. Alors, la première, c'est survie, si la survie était le critère principal. Deuxième, savoir si la survie était mesurable au moment de la recommandation. Et ensuite, trois, les trous dans les preuves identifiées par CADET. Puis, juste un petit grain de sel ici, on a parlé beaucoup des résultats qu'on voulait regarder, des critères. Et on a regardé la survie, mais on reconnaît aussi qu'il y a d'autres critères qui sont critiques aux décisions cliniques pour les patients et les cliniciens. Mais pour l'étude, on a juste vraiment regardé à la survie. Alors, comme j'ai dit, il y a eu les trois facteurs. Alors, quand on regarde les deux premiers facteurs, alors, est-ce que la survie était le critère principal et est-ce que la survie mesurable au moment de la recommandation? Alors, le bleu représente la survie en tant que critère principal et la barre verte en tant que critère secondaire. Alors, la survie est plus souvent un critère secondaire. Et quand on pose la question, est-ce que la survie est mesurable au moment de la recommandation, quand on voit le positif et le négatif, le plus souvent, la survie n'était pas disponible de la recommandation des ETF. Alors, même si on prend un pas de recul et on pose la question, où est-ce qu'on commence la réévaluation? Même si on regardait, puis peut-être même si on regardait aux 5 recommandations où la survie était le critère principal, mais non mesurable au moment de la recommandation, est-ce que ça vaut la peine de commencer ou est-ce que c'est juste un point de départ? Prochaine diapo. Ça, c'est la dernière diapo. C'est le troisième facteur. Alors, c'est quoi les trous dans les données qui sont identifiés par le comité d'experts? Puis de loin, on voit que le trou était dans le séquençage. Et le CADEF ont rentré leur algorithme
pour regarder ce séquençage. Alors, certaines des choses ont été revues, mais dans un tiers des recommandations, il y avait un trou dans les données et aussi la magnitude, la grosseur des bienfaits cliniques. Alors, encore une fois, la question ici, c'est si on pouvait avoir une opportunité de réévaluer certaines des recommandations, est-ce que ça serait un endroit où on veut commencer et on veut confirmer que la grandeur de l'effet clinique est là? Et je veux juste ma diapo de conclusion. Alors, il y a un il y a un besoin pour un processus de réévaluation et ça a été reconnu à travers plusieurs joueurs et juridictions, surtout considérant qu'il y a des signaux clairs, qu'il y a souvent de l'incertitude au moment de la recommandation des ETS. Et je vais juste terminer ici. Merci. Merci, Alex. Et ce problème d'incertitude, est-ce que c'est quelque chose qui est regardé par d'autres pays? Est-ce que d'autres pays ont démontré qu'ils peuvent en fait gérer ces défis-là de façon innovante? Alors, je ne peux pas parler spécifiquement, mais je pense que des cadres d'approbation rapide veut dire qu'ils sont ouverts aux critères d'évaluation parallèles. Je pense que le point d'Alexandra, que le ETS en tant que processus continu, par exemple, aux États-Unis, comme le bevacizumab et d'autres médicaments, ont pas fonctionné et la recommandation a été retirée. Alors, on devrait avoir la capacité et les oncologues ne veulent pas tout pour tout le monde. Si quelque chose ne marche pas, on devrait le retirer et il n'y a aucun problème avec ça, mais avoir la flexibilité et le résultat de survie, oui, c'est une survie, c'est le critère final, mais j'ai des problèmes, c'est très difficile à savoir. Est-ce que c'est raisonnable? Si tout le monde dans l'étude passe à la nouvelle médicament, vous n'allez pas voir une différence de survie parce qu'ils ont tous reçu le nouveau médicament. Puis si on ne donne pas le nouveau médicament, ils n'auront pas la chance d'avoir les bienfaits. Mathématiquement, on aime insister que, alors le PFS, alors le remplacement de l'OS doit être thérapie par thérapie avant d'être accepté. Mais on sait que les groupes doivent individuellement discuter quand est-ce qu'un remplacement qui est raisonnable et utile maladie par maladie, pas juste les mathématiques, mais vu le spectrum des soins de ce patient-là, il y a des situations où ça fait du sens. Mais un diabète un diabète s'en fout s'ils sont morts ou ils sont vivants. En diabète, ce qui est important, c'est s'ils sont en dialyse, par exemple. Alors, en cancérologie, on doit aussi avoir un changement de paradigme où on, on voit d'autres critères importants. Alors, on voit plusieurs questions déjà. Alors, la question, c'est est-ce que CADES a comment les soumissions patients dans leur processus de délibération? Alors, j'ai posé la question, puis il ne semble pas y avoir de mesure du tout. Alors, Alexandra, je le sais, quand Calais et Pico, on pensait que c'était considéré, mais je ne le sens pas aujourd'hui. Alors, absolument, il y a un processus pour les cliniciens et les patients de participer dans le processus d'ETS qui est critique. Alors, encore une fois, vu que j'étais à Calais et maintenant je suis à l'extérieur, je pense que quand j'étais là, j'avais beaucoup d'espoir que le comité de revue d'experts regardait ce que les patients disaient. Et parce que j'étais là, j'étais à la table, j'écoutais la discussion, je pense que de l'extérieur, la conversation qui se passe à la table n'est peut-être pas toujours traduit particulièrement bien dans les recommandations. Je pense qu'il y a un coup, je pense qu'il y a une opportunité là de trouver plus de façons pour que les voix des patients soient entendues et représentées et qu'on s'assure qu'ils sont interprétés de façon appropriée, plus qu'ils sont en ce moment. Alors, définitivement, il y a de la place à l'amélioration. Et c'est encore difficile d'être à l'extérieur et comprendre comment
la perspective patient est utilisée. Merci d'avoir été si articulé là-dessus. Et les gens pourraient dire que les patients, les groupes patients, vu les gros problèmes plus macro de l'accès puis des délais de temps, euh, il semble qu'il doit y avoir plus de voix à élever l'expression des problèmes, à exprimer les problèmes pour travailler vers des solutions. Euh, je dois croire que les deux organisations euh, et la réglementation dans le pays font des évaluations constantes de comment on peut faire mieux. Il doit y avoir des collaborations, des modèles internationaux. Est-ce que c'est tous des étapes dans la bonne direction? Est-ce que ça va nous amener quelque part? C'est quoi la perspective ici? Alors, j'ai entendu qu'il y a des discussions sur la collaboration du point de vue des ETS. Euh, mais regarde ce qu'ils disent. S'ils ont taux de travail, puis tout d'un coup, ils doivent payer pour les médicaments un an plus tôt, il va y avoir des tempêtes et des plaintes. Alors, ils doivent vraiment s'attendre à ce genre de résultats. Si on donne de l'accès plus rapide, mais il y a plus de coûts et de la complexité, et le personnel doit faire ça correctement. Alex, je te donne le dernier mot ici. Alors, je suis surprise à quel point notre temps a passé tellement vite. Alors, je te donne le dernier mot ici. Alors, c'est quoi les une ou deux choses qui doivent être faites dans les 6 prochains mois pour avancer la conversation? C'est une super question. Alors, j'adore la suggestion de Sandy d'une cible basée sur la performance. Si on peut avoir une façon d'aligner une cible de performance, que ce soit les agences ETS, Santé Canada, les provinces, est-ce qu'on peut commencer à travailler vers quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir une meilleure compréhension de c'est quoi les défis, c'est quoi les trous et comment est-ce qu'on avance avec ça? Parce que je pense qu'on peut dire, oui, c'est tout bien beau pour Santé Canada et Cadet aller vite, mais si les choses ne fonctionnent pas en aval, ben, le point est mort. Donc, si on peut avoir des métriques de performance canadienne, ce serait idéal. Je dirais exactement la même chose. Faites ce que vous faites, mais en moitié du temps, puis ayez un discours sur l'impact et parlez à PDRB sur les cancers et les maladies rares. Alors, vous avez ouvert un magnifique monde de discussion ici et merci pour la clarté avec laquelle vous avez parlé, pas juste des problèmes, mais aussi les étapes. Alors, en fait, on va passer à une séance qui inclut Annette et Cadette à la table. Je suis sûr que tout le monde va être intéressé à les entendre parler après ce qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup.